Bienvenue dans la web émission. Aujourd'hui, nous recevons Monsieur Ile Camara, membre de la Force Montante et du Parti congolais du travail. Bonjour Monsieur Camara. Bonjour Monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pouvez-vous en quelques mots nous expliquer, pour ceux qui ne savent pas, ce que c'est que la Force Montante? Bien, la Force Montante congolaise est la jeunesse du Parti congolais du travail. Elle est née des cendres de l'UGSC et du KDDMJ. D'accord. Alors, pourquoi avoir créé un mouvement de jeunesse alors que les jeunes pouvaient directement être intégrés au PCT? Bien, vous savez, en ce qui concerne le Parti congolais du travail, il faut retenir que le PCT est d'abord une école de formation politique. Donc, il était de bonne loi que des jeunes passent d'abord par la formation politique au niveau des organes de jeunesse avant d'accéder en tant que membre du Parti congolais du travail. Mais vous ne trouvez pas que les instances dirigeantes au Congo sont très critiques au niveau des jeunes? C'est-à-dire que les jeunes n'ont pas la même ascension que les vieux. Et ce qui nous amène à dire qu'il y a parfois un conflit des générations entre les vieux et les jeunes, que ce soit dans les administrations ou même dans les partis politiques. Je suis d'accord avec vous. Effectivement, nous sommes tous victimes de cette tragédie, passez-moi l'expression, parce que je pense que je sauf erreur de ma part, ceux qui aujourd'hui occupent de hautes fonctions depuis plus de 10-15 ans sont passés par la case jeunesse. Mais s'ils sont passés par la case jeunesse, ça veut dire que la case qu'il y avait avant avait créé des conditions pour que eux aussi puissent accéder à la décision. Oui. C'est le combat que nous menons. Monsieur Camara, à partir de quel moment on n'est plus considéré comme jeune lorsqu'on est militant? Bon, la jeunesse, c'est, à mon sens, à moi, c'est d'abord un état d'esprit. Aujourd'hui, on peut être jeune jusqu'à 45 ans. D'accord, donc là, c'est abstrait, c'est-à-dire que vous pouvez être jeune toute votre vie de militant. Et c'est, je veux dire, c'est la vieillesse qui va définir si vous êtes plus jeune. Le militantisme pur, le militantisme PCTiste n'a pas de limite d'âge. On est militant jusqu'à la fin de ses jours. D'accord. Mais je disais en fait que à quel moment les instances dirigeantes du PCT décident que, par exemple, vous, monsieur Ile Camara, vous n'êtes plus jeune, donc vous passez de la Force Montante au PCT. L'âge requis est entre 18 et 35 ans. Pour être à la Force Montante. Le passage de la Force Montante au Parti congolais du travail. Donc, nous croyons savoir que vous n'avez plus de 35 ans. Je sors de la Force Montante. Donc, vous êtes destiné à être membre du PCT de façon pleine, on va dire. Naturellement. Intégrale. Naturellement. Nous attendons la tenue du congrès qui créera les conditions pour notre sortie de la Force Montante afin d'accéder au Parti congolais. Donc le passage de la Force Montante au PCT se fera également avec Juste Bernardin. Il a encore l'âge de rester à la Force Montante. D'accord. Bon, merci pour ces précisions. Faisons un peu d'histoire, mais revenons aux élections présidentielles. Le président Denis Sassou Nguesso sort d'une élection assez contestée, on va dire, dans les couches populaires, dans une partie de la population considère qu'il n'a pas mérité les voix qui l'avancent. Comment cette scission est perçue au sein du PCT? Parce que même au niveau international, certains s'accordent à dire que Denis Sassou Nguesso n'a pas été réélu démocratiquement. Cela me projette toujours dans une douleur immense. Pour quelle raison? Il y a eu une élection présidentielle. Oui, mais qui a connu tous les travers que vous connaissez, monsieur Camara. Il y a eu des candidats qui sont allés jusqu'au bout à l'élection présidentielle, qui ont eu à faire des recours au niveau de la plus haute institution constitutionnelle de notre pays, qui est la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle a validé les résultats des élections. Mais en tant que bon démocrate, quand on a eu à faire recours à la Cour constitutionnelle, on se doit d'accepter le verdict de la Cour constitutionnelle. Après le reste, pour moi, c'est du divertissement. Mais, monsieur Camara, vous n'êtes pas sans savoir que la Cour constitutionnelle est taxée de partialité. Mais
Vous voyez, c'est à ce moment-là où moi je traite certains acteurs politiques de malhonnêtes intellectuels. Pourquoi aller déposer un recours à une cour constitutionnelle que vous estimez déjà être complice d'un autre camp? C'est pas crédible, c'est pas clair. Alors, selon vous, ceux qui ont fait recours, donc on parle, il faut citer des noms, on parle du candidat Guy Brice Parfait Kolela, n'aurait pas dû faire ce... Le numéro 1 de l'opposition. Pour quelle raison? Après le Parti congolais du travail, le MCDD est le parti le plus représenté sur les côtés de la Guy Brice République. Parfait Kolela ne fait plus partie du MCDD? Mais MCDD à cette époque-là. D'accord. Aujourd'hui, il est codéen. Mais il était MCDD. D'accord, mais vous dites qu'il est premier, il est pro numéro 1 de l'opposition. À cette époque-là. D'accord. Très bien. Alors, Monsieur Camara, focalisons-nous un peu sur le PCT. On constate, les citoyens congolais que nous sommes, constatons qu'il y a différents courants, si vous me passez l'expression. Certains autour du fils du président de la République, Denis Christel Sassou Nguesso, et d'autres un peu conventionnels, on va dire. Il y a quelques frictions entre ces deux mouvements. Qu'est-ce qui s'y passe exactement? Éclairez-nous. Dans tout mouvement politique, il est tout à fait normal qu'il puisse avoir des branches. Sinon, comment voulez-vous qu'on puisse avoir un débat de contradiction si tous on est alignés dans la même vision? Le débat ne progressera pas et la vision ne progressera pas. Oui, mais le débat se situe au niveau de la succession. Pourquoi est-ce en ce qui concerne le camarade de Denis Christel Sassou Nguesso, on a toujours tendance à vouloir le ramener vers la succession? Donc vous pensez que il n'y a pas de lien? Il est citoyen congolais comme nous tous. Il est de surcroît membre du Parti congolais du travail, membre du bureau politique. Aujourd'hui, il a un point de vue qui compte au sein du parti. C'est tout à fait normal qu'il puisse avoir des partisans au sein du parti qui estiment que sa vision à lui, qui consiste, ne nous voilons pas la face, qui consiste au rajeunissement et à la redynamisation des structures, des instances du parti. Oui, mais on a l'impression qu'il est poussé à dessein. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on veut l'imposer au sein... Qui veut l'imposer? Non, mais on a l'impression qu'on veut l'imposer et qu'au final, il succède au trône présidentiel. Non, non. Le Congo n'est pas une monarchie. Nous sommes une république. Et moi, je suis un républicain convaincu. D'accord, mais aujourd'hui, le seul moyen d'accéder au pouvoir ne se fait pas par affiliation familiale ou... non, c'est l'élection présidentielle. Et le Parti congolais du travail a des mécanismes qui désignent... Nous allons désigner au sein de notre force politique notre candidat. Mais pourquoi au sein du Parti congolais du travail, puisque vous êtes un parti démocrate, pourquoi il n'y a pas une primaire, une élection primaire comme on peut le voir au PS, comme on peut le voir à l'UMP? C'est un débat qui est en cours d'étude en ce moment. Nous allons aller au congrès très prochainement du Parti congolais du travail. Ces questions seront abordées au sorti de là. Je suis sûr et certain que des primaires auront lieu au sein du parti. Dans tous les cas, il est important qu'il puisse y avoir des primaires au sein du parti. Le consensus, pour ma part, est une très mauvaise chose. D'accord. Il est important que les camarades puissent désigner celui qu'ils estiment capable de pouvoir porter les couleurs du parti jusqu'à la victoire finale. Donc par le biais d'un vote, en fait, vous voulez dire? Naturellement. D'accord. Donc ça sera, selon vous, hein, après on sait que ce n'est pas encore arrêté, mais selon vous, ça serait un vote auquel la population pourrait participer? Mais non, c'est un vote interne du parti. Toute la population congolaise n'est pas membre du Parti congolais du travail. Mais en France, ce sont les fédérations, ce sont en les France, par délégués. exemple, les citoyens français lambda peuvent participer à l'élection primaire du candidat UMP. La réalité française ne sera jamais adaptée à la réalité congolaise. D'accord. Alors, aujourd'hui, quels sont les rapports entre le PCT et les autres partis, on va dire les partis de l'opposition, puisque les informations qui nous parviennent ici à l'étranger nous laissent croire qu'il y a une véritable razzia lorsqu'on s'oppose aux idées du président Denis Sassou Nguesso. On en veut pour preuve les convocations à répétition du coordonnateur de l'IDC FROCAD, M. Charles Zakari Boao, et on est rattrapé par l'actualité, M. Kalakala, Augustin Kalakala, qui est sur toutes les lèvres aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe entre le PCT, de façon en particulier, la mouvance présidentielle de façon générale, et les partis qui sont opposés à leur vision? Je serais amené à vous poser une question. Est-ce que c'est le PCT qui convoque M. Boao ou M. Kalakala dont vous parlez? Non, ce sont les autorités policières qui répondent certainement à des ordres. Quel ordre?
Le Parti congolais du travail est un parti politique. Il n'a pas vocation de donner une instruction à la DGST, au procureur de la République ou encore moins au ministre de la Justice. Mais, Monsieur Camara, la justice se fait souvent sur les instructions des chefs politiques, des chefs militaires. Nous sommes Parti congolais du travail. Nous ne sommes pas police nationale, nous ne sommes pas ministère de l'Intérieur, nous ne sommes pas DGST. Donc je serais tenté de vous dire de peut-être faire venir sur vos antennes un responsable de la police, quoique il n'est pas tenu de vous révéler certaines informations. C'est sûr, puisqu'il y a des enquêtes en cours, certainement. En tant que citoyen lambda, je n'ai pas accès aux dossiers sensibles de la sécurité intérieure de notre pays, et même extérieure. Oui, mais vous constatez quand même, vous êtes dans le paysage politique, que tous ceux qui sont accusés d'atteinte à la sécurité de l'État sont comme par enchantement des opposants. Donc il y a quand même... Connaissez-vous un seul membre d'une mouvance présidentielle qui peut attenter à la sécurité de l'État? C'est un fait, c'est simple. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Quelqu'un qui est du pouvoir ne peut pas s'arranger à créer du désordre dans le pays. C'est son pouvoir qui l'abîme. Oui, mais chaque fois qu'il y a contestation, tout de suite, on est condamné pour atteinte à la sécurité de l'État. Donc ça veut dire que les opposants ne sont pas libres de leur mouvement à Brazzaville. C'est extraordinaire l'image du pays qui est renvoyée à l'extérieur, parce que, sauf erreur de ma part, je suis à Paris depuis 3 jours, mais je suis parti de Brazzaville, j'ai croisé la ministre Mounari qui circule librement. Monsieur Boaodan, auquel vous faites allusion, circule librement. Donc vous voulez dire par là qu'ils ne sont pas menacés? C'est ce que vous voulez dire? Ils auraient été menacés, ils seraient allés trouver refuge dans des ambassades où ils se seraient arrangés à sortir du pays. D'accord. Quand on n'a rien à se reprocher, on se rend à la convocation et on y répond. Mais vous parlez de personnes réfugiées. Ça fait plusieurs mois que M. Okombi Salissa passe inaperçu quasiment. Il se cache simplement parce qu'il a été menacé à plusieurs reprises. Je n'ai pas pour habitude, et encore moins pour mission, de m'initier dans les problèmes de la justice, encore moins de la sécurité d'État. Donc M. Okombi est poursuivi par la justice, c'est ce que vous voulez nous dire? Je n'ai aucune information jusqu'à ce jour d'une quelconque plainte déposée à l'endroit de M. Okombi Salissa. Alors pourquoi est-il recherché alors? Parce qu'il y a eu... C'est vous qui le dites. Parce que nous suivons tous les médias, le ministre de la Justice, le procureur de la République n'ont jamais fait état d'une poursuite quelconque contre le ministre Okombi Salissa. Et pourtant, il a reçu beaucoup de visites à son domicile, de personnes avec des véhicules sans plaque d'immatriculation, avec des cagoules. Nous sommes là, nous virons là peut-être même dans la spéculation, parce que ni vous ni moi ne pouvons prouver ce que vous dites, nous n'étions pas là. Oui, mais vous savez qu'à ce jeu-là, ça veut dire qu'on finirait par ne plus croire en ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Il est mieux de s'appuyer sur des actes avérés avec des preuves matérielles. C'est plus sage pour nous tous d'ailleurs. Alors, M. Camara, donc selon vous, tout se passe bien au Congo-Brazzaville? Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de trouble, il n'y a pas de pression policière sur les opposants? Le Congo-Brazzaville, comme tous les pays du monde, connaît des moments de difficulté, des moments de bonheur. Il ne peut pas être rose partout. D'accord. Nous avons nos problèmes, nous avons des situations sécuritaires pesantes dues au comportement totalement, vous me passerez l'expression, un comportement terroriste. Vous faites allusion à qui exactement? Au pasteur, j'enlèverai l'appellation pasteur Toumi, à M. Bitsangou Frédéric. Qui fut membre du gouvernement. Donc ça veut dire qu'au Congo-Brazzaville, les terroristes, on les met au gouvernement. Vous voyez que là, vous venez de me donner, à moi, membre du PCT, que vous avez tenté de malmener tout à l'heure, la possibilité de vous prouver que le PCT est un parti ouvert. Le président de la République, la nation congolaise, a tendu la main au ministre Toumi, en prenant part à la gestion du pays, afin de mettre un terme définitif aux affres de la guerre. Oui, mais le ministre Ntoumi a expliqué à plusieurs personnes, et sinon dans certains médias, toutes les difficultés qui étaient les siennes lorsqu'il était au gouvernement.
il a passé quelques années au gouvernement et en quelques années on va dire, de fonction, il n'a quasiment jamais rencontré le président de la République. Est-ce, selon vous, le meilleur moyen de travailler, main dans la main? Il était ministre à la présidence. Il n'était pas membre du gouvernement. Oui. Il était chargé des questions des séquelles de guerre. Son titre m'échappe un tout petit peu. Maintenant, après, s'il y a des questions qui peuvent être tranquillement gérées par le directeur de cabinet du président de la République, en quoi le contact avec le président de la République est une obligation pour mener à bien sa mission? Il n'y a pas d'obligation, mais lorsque vous appartenez à un gouvernement, et à l'époque, on n'était pas dans la nouvelle constitution, oui. Le président de la République était chef du gouvernement. Non, mais je vous ai dit tout à l'heure que le ministre Ntoumi n'était pas membre du gouvernement, il était ministre à la présidence. C'est un titre honorifique, mais qui ne faisait pas de lui un membre à part entière du gouvernement. Donc il ne siège pas au Conseil des ministres. Cela explique toutes les difficultés qu'il a eu à rencontrer la personne qui lui a tendu la main. Les difficultés dont il parle n'existent que dans sa tête et dans la tête de ceux qui le suivent. Je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'il y a un directeur de cabinet, il y a un secrétaire général à la présidence. Vous êtes ministre à la présidence. Il y a un canevas bien indiqué pour que vos doléances, pour que vos préoccupations, pour que vos réussites arrivent aux oreilles et sur la table du président de la République. Il n'y a pas une nécessité vitale de rencontrer le chef de l'État pour que vous puissiez mener à bien votre mission. Alors, si on peut avancer, que vous inspire, la situation actuelle dans le pool? Parce que certains disent, donc le clan que vous représentez, que Frédéric Binsamou, alias Pasteur Ntoumi, est un terroriste. D'autres disent qu'il est simplement en légitime défense. Mais dans l'histoire, c'est la population, les populations du pool qui trinquent. Quel est votre regard sur cette situation? Je l'ai dit très récemment que ma femme est du pool. Mes 4 enfants sont du pool. Donc je ne peux pas me rendre complice d'une quelconque tuerie orchestrée ou organisée par je ne sais qui et je ne sais pour quelle raison. Ce qui se passe dans le pool est extrêmement regrettable. Mais je m'en prendrais beaucoup plus à la population qui souffre, mais du pool, qui souffre, mais qui est également complice. Qui est complice, qui protège. Parce que vous n'allez pas me dire que les fameux ninjas, miliciens ninjas, terroristes, sont tombés d'un arbre. Selon vous, qu'est-ce que la population aurait fait? La dénonciation. Ou devrait faire? Mais vous êtes en France, les services de police en France fonctionnent à 90% par dénonciation. Mais là, vous parlez des services de police. On parle de la population, M. Camara. Mais la population fait quoi ici en France? Quand on voit quelqu'un de suspect, il y a des numéros qui passent à la télé. On vous dit, dans les écoles, moi j'ai mes enfants, je vois, on leur dit quand il y a quelque chose de suspect, vous allez vous dire ceci, vous dites cela. Ce travail a été fait dans le pool. On a demandé à la population. Donc selon vous, la population est coupable et mérite ce qu'elle vit dans le pool? Ah, je ne pourrais jamais dire que la population du pool ou qu'une quelconque population du monde mérite ce que subit le pool en ce moment. D'accord, alors que faire pour sortir de cette situation? La seule et unique chose à faire, c'est de procéder à l'interpellation sans délai du groupe terroriste mené par Ntoumi qui se cache, qui se terre dans les grottes du pool. Alors comment procéder à l'interpellation de M. Ntoumi alors qu'on envoie des militaires, on envoie des hélicoptères, on bombarde et on tire? Mais vous pensez que si Ntoumi était armé de calibre 12 et de fusils de chasse, on aurait eu besoin d'utiliser des hélicoptères ou on aurait eu besoin de déployer l'armée? À un moment donné, il faut qu'on puisse arrêter de faire ça. Vous confirmez que Ntoumi est vraiment armé? Je n'ai pas à le confirmer. Projetez-vous seulement sur les images qu'il y a sur YouTube du moment des négociations. Quand le gouvernement est allé rencontrer le pasteur Ntoumi, vous avez vu le nombre d'hommes armés qui avaient autour de Ntoumi. Et selon vous, comment Ntoumi procède-t-il pour avoir toutes ces armes? Mais lesquelles sont
aujourd'hui avec le pasteur Ntoumi. Repartons dans l'histoire. Ce sont les anciens miliciens du président Feu Bernard Colélas qui ont puisé leur armement dans les attaques des postes de police et des casernes militaires. Ces individus, mal intentionnés, au moment du ramassage d'armes, n'ont jamais restitué leurs armes. Ça, c'est votre vision de la situation, mais d'aucuns pensent et confirment que Ntoumi est armé par le pouvoir de Brazzaville pour générer une situation d'instabilité, pour occuper les Congolais sur des questions pas du tout fondamentales. Est-ce qu'on est sérieux quand on raisonne comme ça? Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'avec tout le sérieux qu'a le président Denis Sassou Nguesso, il peut aujourd'hui créer des conditions pour que l'image de son pays puisse être celle qui est répandue en ce moment à cause de la crise du pool? Ce n'est pas correct. Ça, c'est pas correct. En gros, quelle est la situation? Vous qui êtes au PCT, quel est le regard du président Denis Sassou Nguesso, puisqu'il s'exprime très rarement sur des questions de cette nature? Qu'est-ce qu'il pense de la situation dans le pool? Mais la pensée du président de la République est la pensée du garant de la sécurité nationale de notre pays. C'est un retour sans condition au calme. Le président Sassou Nguesso a toujours œuvré pour la paix au Congo et partout dans le monde où il a eu l'occasion de pouvoir le faire. Oui, mais ce que le président Denis Sassou Nguesso, certains pensent, et je me fais leur porte-parole, puisqu'on est dans le cadre d'une émission, ils pensent qu'il est ambivalent. C'est-à-dire qu'il a de bonnes intentions lorsqu'il est à l'étranger, mais lorsqu'il est dans son propre pays, il ne manifeste pas le même intérêt pour la recherche de la paix au Congo. Mais... Et ça, vous pouvez quand même le reconnaître, monsieur. Non, mais ça me fait rire, parce que je me pose la question de savoir... Je vais prendre le président de la République, le mettre dans le cadre d'un responsable de société qui lui-même, dans sa société, va créer des situations qui vont faire couler sa société. C'est pas suicidaire, non? C'est la question que nous vous posons. Donc pour moi, vous avez la réponse à la question. Ce n'est pas possible. Le sang des Congolais coule et quelque part les gens seraient en train de festoyer. Pourquoi? Ceux qui tombent dans le pool, vous pensez qu'il n'y a que des ressortissants du pool? Je vais vous dire, par exemple, que j'ai un cousin à moi, l'Iqualien, Bomitaba, sergent, qui est tombé au pool. Donc il n'y a pas que les ressortissants du pool qui subissent ce qui se passe dans le pool. Donc il arrive à un moment donné où il faut qu'on puisse arrêter de vouloir maquiller cette affaire-là. Nous avons affaire à un forcené qu'il va falloir aller récupérer, tout simplement. Alors, vous parlez des personnes originaires du pool de tout à l'heure. On sait très bien qu'au sein de la mouvance présidentielle, la majorité présidentielle, il y a beaucoup de caciques du pouvoir, c'est comme ça qu'on les appelle parfois, qui sont originaires du pool. Mais ils font parfois preuve d'un silence assourdissant. Ah bon, là je suis extrêmement surpris des informations que vous me donnez là. Tous les responsables du pool, à tout leur niveau de responsabilité confondu, ont réagi et ont condamné unanimement ce qui se passe dans le pool. Il y a même eu une concertation entre les cadres du pool et monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Certains sont députés, d'autres sont sénateurs. Est-ce que condamner et demander la cessation des hostilités n'est pas simplement un acte politique? Parce que parfois, il faut aller plus loin. Mais comment vous avez bien utilisé le terme, ce sont des acteurs politiques. Ils ne sont pas à la décision militaire. Des acteurs politiques qui représentent les populations. Mais justement, leur travail de législateur, c'est de poser des ultimatums au gouvernement aujourd'hui pour très rapidement mettre un terme à tout ce qui se passe dans le pool. On perd du temps à parler, agissant assez rapidement, parce qu'il y a des enfants qui meurent, il y a des femmes violées. Là, on en parle parce que ce n'est peut-être pas arrivé dans nos familles respectives. Ça arriverait dans nos familles respectives, ça m'étonnerait qu'on puisse pouvoir parler de ça avec autant de délicatesse et autant de douceur. C'est des actes qui doivent s'arrêter immédiatement. Alors, Monsieur Camara, nous allons changer de sujet. Depuis l'élection du président Denis Sassou Nguesso, on constate que l'économie va un peu à tâtons. De nombreuses sociétés ferment, notamment à Pointe-Noire. Voilà.
est-ce qu'il fallait vraiment que le président Sassou Nguesso s'obstine à se représenter pour un énième mandat, alors qu'aujourd'hui on s'aperçoit que ça ne crée que des dommages, on va dire, et ça ne dessert que la population congolaise. La crise que connaît le Congo-Brazzaville est une crise que beaucoup de pays de la sous-région connaissent, qui sont dépendants de l'activité pétrolière. Ce n'est pas dû à la réélection du président Denis Sassou Nguesso que le Congo aujourd'hui traverse une crise. Nous avons, malheureusement, dans notre pays, pendant longtemps, placé une trop grande importance sur les revenus pétroliers. Oui, mais pardonnez-moi, Monsieur Camara, l'opinion, la communauté internationale a également pénalisé le président Sassou. C'est-à-dire que le pays, le gouvernement a sollicité des organismes internationaux dans le cadre de prêts ou de soutien financier qui ont été refusés parce que le président Sassou Nguesso s'est entêté et parce que le président Sassou Nguesso ne dialogue pas avec l'opposition. Ça, vous le savez. Oui, mais nous sommes là dans la configuration du dictat occidental. Mais nous, au Congo, on n'en veut plus. D'accord, donc vous reconnaissez quand même que d'une manière ou d'une autre, la situation au Congo, c'est aussi parce que le président Sassou est là. Le Congolais s'est exprimé librement, a élu démocratiquement celui qui va conduire la destinée du pays pendant les 5 prochaines années. Le président Denis Sassou Nguesso. Oui, mais monsieur la fameuse communauté internationale dont vous parlez. Oui. Le président Obama a adressé ses félicitations au président Sassou. L'Union européenne. Mais c'est de la diplomatie. Vous savez très bien que c'est de la diplomatie. Un État, lorsqu'on est un État par définition a beaucoup d'amis, donc lorsqu'il y a une élection, même si elle est contestée, je veux dire la bienséance diplomatique veut qu'on envoie une lettre de félicitations. Nous avons là affaire à certains lobbies mal intentionnés qui ont pour ambition de toujours croire qu'ils ont la capacité de pouvoir déboulonner et d'installer qui ils veulent dans les pays entre guillemets sous-développés. Mais c'est pourtant le cas aujourd'hui. Si le président Sassou est président de la République ou est revenu au pouvoir en 97, c'est parce que la France a décidé qu'il devait succéder à Pascal Lissouba. Je vous laisse responsable de vos allégations. Vous n'avez pas de point de vue sur cette question. Je ne faisais même pas de politique à cette époque-là. J'étais encore sur le banc de l'école. Très bien, c'est une réponse de politicien. Alors, Monsieur Camara, revenons au parti PCT. Vous nous avez dit qu'il y avait un parti bien constitué a besoin de différents courants pour des débats contradictoires. Et vous, au sein du PCT, qui soutenez-vous? Pierre Ngolo, Denis Christel Sassou Nguesso Je suis respectueux des textes. Je suis un soldat aux ordres de mon parti. Pour le moment, mon parti a un seul secrétaire général qui est le camarade de Pierre Ngolo, pour qui j'ai la plus grande estime et le plus grand respect. Parce que, croyez-moi, diriger un parti comme le Parti congolais du travail, dans l'état dans lequel le Parti congolais du travail se trouve actuellement, croyez-moi, il faut être un brave. Oui, mais vous ne répondez pas à la question. Vous êtes pour ou contre l'ascension de Denis Christel Sassou Nguesso? On va la poser autrement. Denis Sassou Nguesso représente à mes yeux, à moi, à mon sens, à moi, le renouveau. D'accord. Pourquoi? Il est aujourd'hui, pour moi, en ce qui me concerne, l'un des camarades qui a le plus la capacité de pouvoir faire arriver à bon port le dynamisme que nous voulons voir pour notre parti congolais de travail. Mais le camarade Denis Sassou Nguesso n'est pas candidat, sauf erreur de ma part, au poste de secrétaire général du parti. Oui, mais vous croyez qu'il peut faire évoluer votre parti, mais ces chiffres au sein de la SNPC, Société d'État qu'il dirige, ne sont pas très bons. Donc quelqu'un qui n'est pas un bon manager dans une société peut difficilement être un bon manager. Il n'est pas président, directeur général de la SNPC. Il a quelqu'un au-dessus de lui. Et les chiffres dont on parle, aujourd'hui, tout le monde s'arrange à donner certains chiffres sans pourtant nous apporter des preuves matérielles de ces allégations-là. C'est de la manipulation. Je n'ai à ma connaissance aucune information concordante qui me mènerait à penser que le camarade Denis Christel Sassou Nguesso est la personne que vous essayez de me décrire là. Moi, je connais un vaillant camarade, dynamique, avec une vision
une vision de renouveau pour le Parti congolais du travail et pour le Congo, à laquelle j'adhère à 100%. Le reste, c'est du domaine du privé. Réel ou factice, je ne me mets pas là-dedans. Très bien. Donc nous arrivons quasiment à la fin de notre émission. Monsieur Camara, focalisons-nous un peu sur vous, votre personne. Vous êtes un homme politique. On sait qu'au Congo, l'année prochaine, en 2017, du moins le parti, vous allez nous confirmer l'information, prévoit de faire des élections législatives. Est-ce que vous serez candidat? Je serai effectivement candidat à l'élection législative si j'ai l'approbation de mon parti. Et je pense aujourd'hui que la jeunesse congolaise la jeunesse responsable, doit obligatoirement s'inviter, ne plus attendre d'être invitée. Elle doit s'inviter à la table de la décision pour que nous puissions ensemble, nous-mêmes, mener à bien la destinée de notre avenir et la destinée de nos enfants. Parce que qui mieux que les jeunes savent ce que les jeunes attendent. Merci, Monsieur Camara. Ça sera le mot de la fin. Merci à vous. Merci.